Bonjour à tous. Alors je vais vous avouer qu'en venant, j'étais assez plein de certitudes et en ayant entendu ce que j'ai entendu depuis 1h30, 2 heures, j'ai beaucoup plus de doutes sur toutes les certitudes que j'avais. Alors, ok, super, merci. Bon, on va démarrer. Donc en fait, l'essentiel, c'était surtout parce que la réforme, je dirais, sur le plan comptable et fiscal, c'était surtout sur la nouvelle possibilité en fait pour les entreprises individuelles d'opter pour un régime fiscal sur lequel elles étaient pour l'instant pas possible d'opter, qui était le principe de l'impôt sur les sociétés. Et donc il y avait un petit préambule sur notamment quelles étaient les conséquences de la réforme, en effet, sur des des entreprises individuelles, mais qui n'auraient pas opté à l'IS. Mais je n'avais pas intégré, bien sûr, toutes les interrogations qui ont été soulevées jusqu'à maintenant. Bon, on va essayer de faire avec, hein, et s'il y a des questions, n'hésitez pas, on essaiera de répondre, je dirais, au moment, à l'instant présent. Donc, voilà. Donc, premièrement, sur la partie, il a été évoqué, quelles sont les conséquences aujourd'hui, parce que la loi s'applique d'ores et déjà, et de fait, en effet, ipso facto, à partir de la réforme. Donc, ce qui veut dire qu'en effet, comme on l'a vu, ne peuvent faire partie que du bilan, en effet, que les biens utiles donc à l'activité. Va se poser nécessairement la question de dire des patrimoines dans lesquels il y avait des biens qui étaient non utiles à l'activité, qu'est-ce qu'ils vont devenir. Or, je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit sur notamment quels sont les biens, on va dire, utiles, je dirais les biens par destination, par nature, et notamment ce qui a été évoqué, qui est une grande réforme là par contre, c'est tous les biens qu'on pouvait jusqu'à maintenant loger par ailleurs, SCI, GFA, voilà, qui est une des grandes questions. SCI, GFA, que va être le devenir, on va dire, de ces biens qui étaient inscrits à l'actif de l'activité agricole. Donc on a bien sûr, donc pour reprendre sur les parts de société, les sommes bancaires, on ne va pas revenir dessus. Le transfert des biens donc dans le patrimoine professionnel, lui, ne génère pas de plus-value. Alors là, par contre, on nous dit, s'il y avait des biens qui étaient dans le patrimoine privé et qui vont rejoindre, on va dire, le patrimoine professionnel, à ce moment-là, on n'a pas de fiscalité en ce qui concerne le transfert de ces biens-là. Par contre, on pouvait avoir, en effet, au bilan, des biens non utiles à l'activité et qui retrouvent de ce fait dans le patrimoine privé. Alors là, on va avoir une interrogation, parce que sur le plan fiscal, on nous dit, jusqu'à maintenant, on nous a toujours dit que dans un bilan BA ou BIC d'ailleurs, bilan et BIC, on pouvait mettre au bilan l'ensemble des biens que l'on voulait, même des biens non nécessaires à l'activité. Les conséquences étaient par contre sur le plan fiscal, c'est qu'il fallait en tirer les conséquences, c'est que si ces biens n'avaient pas une nature accessoire, c'est un chiffre d'affaires relativement élevé, ils bénéficiaient de la fiscalité bénéficiaire agricole. Si par contre, en effet, ils étaient relativement conséquents, ils bénéficiaient de la fiscalité privée, donc de la fiscalité à laquelle était attaché le bien. Je prends des cas, un immeuble qui n'a pas une destination agricole qui était inscrit à l'activité d'un bilan BA, bénéficiait de la fiscalité bénéficiaire agricole en matière de revenus, donc amortissement des biens, fiscalité des plus-values bénéfices agricoles, si en effet on était dans le seuil des 10%, pas plus de 5% de chiffre d'affaires du montant total de l'activité agricole. Donc on quittait la fiscalité privée pour rejoindre la fiscalité agricole. D'accord ? Là, par contre, en effet, le retrait des biens. Alors, va se poser la question de dire, là, en effet, parce qu'on nous dit, alors, c'est sur un plan juridique, sur un plan fiscal, à moins qu'il y ait une réforme, on va dire, de la fiscalité, théoriquement, on a toujours la possibilité d'inscrire un bilan fiscal agricole des biens non nécessaires à l'activité. On a simplement les conséquences fiscales à en tirer. Alors, un petit rappel, voilà, concernant les conséquences. Alors, premièrement, les exploitations agricoles ne sont pas obligées d'appliquer toutes les règles du plan comptable général. À savoir, les règles du plan comptable général sont à appliquer pour les activités commerciales, pour les sociétés à forme commerciale
et pour toutes les entités qui dépassent un certain seuil de chiffre d'affaires et de total de bilan. Une exploitation individuelle qui fait moins d'1 million d'euros de chiffre d'affaires et moins d'1 million d'euros de bilan n'est pas obligée d'appliquer les règles du PCG. Il n'en reste pas moins que dans la pratique, tout le monde respecte les règles du plan comptable général, qui sont liées sur les activités BIC, pour des raisons, bien sûr, d'édition, d'éditeurs de logiciels pour notamment les liasses fiscales, et notamment aussi pour l'article 72 du CGI qui nous dit qu'en effet, qu'en matière agricole, on doit respecter l'ensemble des dispositions en matière fiscale, on doit respecter l'ensemble des dispositions des régimes BIC. Voilà. Et dernier point, alors là on nous dit, donc les entreprises individuelles, toutes celles aujourd'hui concernées, dont la rémunération de l'entrepreneur doit être identifiée dans les comptes annuels, car, il a été dit tout à l'heure, en effet, elle n'appartient pas au patrimoine professionnel, mais elle appartient au patrimoine personnel. Et donc, dans les bilans dorénavant, alors pour l'instant, on n'a pas, on va dire, l'ANC n'a toujours pas communiqué là-dessus, ou l'administration fiscale. Jusqu'à maintenant, dans une entreprise individuelle, c'était le fameux compte 108 qui était utilisé, on va dire, pour tous les apports et les prélèvements. Est-ce que dorénavant, on continuera à utiliser ce compte 108 ou est-ce qu'on nous donnera, on va dire, un autre compte spécifique pour pouvoir, en effet, identifier la rémunération de l'année et de les différencier éventuellement des apports qui auraient pu être faits. Quelle est la différence entre une rémunération et éventuellement un apport et un remboursement d'apport que j'aurais fait. Alors, une fois qu'on a vu ça, donc là c'était l'ensemble donc des... Alors, va se poser la question, c'est pour ça que je vous disais, hein, vous allez peut-être avoir d'autres interrogations. Moi j'ai des interrogations qui me sont venues en effet en fonction de ce qui a été dit tout à l'heure. Sur le plan du bilan, on va décomposer, on a la question du bilan comptable et la question du bilan fiscal. Hein, voilà. C'est pour ça qu'il faut bien décomposer les deux. On va s'arrêter essentiellement sur la partie du bilan fiscal. Il n'en reste pas moins que de toute façon, que les biens soient inscrits, de tout ce qui a été dit tout à l'heure, qu'ils soient inscrits au bilan ou pas, c'est pas pour cette raison qu'ils seront engagés dans le patrimoine professionnel ou dans le patrimoine personnel. La définition de l'engagement sur le patrimoine professionnel dépend de la nature du bien, et peu importe de savoir s'il a été inscrit au bilan ou pas. C'est sa nature intrinsèque et son utilité pour l'activité professionnelle qui fera qu'en effet, il est engagé vis-à-vis des créanciers ou il n'est pas engagé. Sur le plan fiscal, on a la fameuse affectation l'abandon de la théorie du bilan. Un bilan BELAS que je vous ai tout à l'heure, on peut y mettre l'ensemble des biens que l'on veut. On en tirera les conséquences fiscales en fonction de savoir s'il est nécessaire à l'activité, utile à l'activité pour savoir s'il dépend des BA ou de la fiscalité privée. Il y a par contre, toujours pareil, la question des terres. On a la possibilité, ça a été dit tout à l'heure, dans un bilan, on va dire, fiscal BA, d'y mettre ou de moins de renoncer à l'inscription au bilan des terres. Voilà. Donc cette partie-là, on pourra très bien avoir, elle va continuer à produire ses effets de la non-inscription éventuellement des terres au bilan si l'option a été faite. Alors la grande nouveauté de la réforme sur le plan fiscal, c'est surtout la possibilité d'opter à l'impôt sur les sociétés, qui était réservé jusqu'à maintenant bien sûr aux sociétés, à l'ensemble des sociétés, qu'elles soient, on va dire, les sociétés commerciales ou de droit, elles étaient à l'IS, ou les sociétés civiles agricoles qui avaient la possibilité d'opter à l'IS si elles n'avaient pas une obligation compte tenu d'exercer des activités commerciales. Et puis le IRL, depuis la fameuse réforme de l'IRL, où le IRL était la seule entreprise individuelle où on pouvait opter pour un régime fiscal différent de l'impôt sur le revenu. Donc, et l'option à l'IS s'équivaut à l'assimilation à une ERL en matière agricole, à l'assimilation à une ERL, qui dépendrait du régime de l'IS. Bon, alors, les articles du Code général des impôts, vraiment directement, je dirais directement concernés par la réforme, ce sont ceux-ci. Après, comme on l'a vu, il y a toujours d'autres articles qui sont concernés, mais pas directement indirectement par la réforme. Mais ceux qui sont directement, donc c'est premièrement l'article 151 secties, le régime des biens migrants. Alors, je ne les détaille pas là parce qu'on va les voir derrière, savoir ce qu'ils veulent dire. Il y a le 1655 secties pour le fait de pouvoir opter à l'IS dans le cadre d'une entreprise individuelle, parce que de droit, elle n'est pas à l'impôt sur les sociétés.
l'article 239 qui nous permet de renoncer à cette option IS dans les 5 ans, et puis l'article 206 qui est le régime général pour les structures qui peuvent opter à l'IS. Donc premièrement, bon, les conditions et les formes de l'option. Premièrement, l'option pour l'IS ne peut s'appliquer, enfin, ne peut être exercée que pour les entités qui relèvent d'un régime réel d'imposition. Donc quelqu'un qui est micro-BA et qui veut passer à l'IS, il sera obligé premièrement d'opter pour le réel. Et une fois qu'il aura opté pour le réel, il pourra faire l'option pour l'IS. Mais il ne pourra pas passer de micro-BA à l'IS. Il faudra passer par une phase intermédiaire obligatoirement. Et le principe, bon, ben, il faut opter par contre avant les 3 mois de l'exercice au cours duquel on souhaite bénéficier de l'option. Alors le délai est relativement assez court. Je démarre le 1er janvier, avant le 31 mars, il me faudra opter à l'IS. Sinon, il faudra attendre forcément l'année suivante pour pouvoir opter à l'IS. Le seul moyen de changement en cours d'année, ben, c'est de changer de forme juridique. C'est le seul moyen. Ensuite, en ce qui concerne la renonciation à l'option, donc on a un régime qui nous permet de dire, dès qu'on a opté à l'IS depuis maintenant un certain temps, c'est pas très vieux, de pouvoir renoncer dans les 5 ans de l'option à l'IS, et donc de revenir bien sûr donc à l'IRBA. Et là par contre, au-delà de 5 ans, l'option à l'IS est irrévocable. On ne peut plus revenir sur une option l'IS au bout de 5 ans. La renonciation, elle doit être faite quand? Alors elle doit être faite avant le dépôt du premier acompte du 5e exercice qui suit l'option. En 2 mots, pour faire simple, j'opte avant le 31 mars N, il me faut dénoncer l'option avant le 15 mars N plus 6. N plus 6, tout à fait. Voilà. Et donc, bien sûr, au centre des impôts, auquel... Et au-delà de 5 ans, ce que surtout à ne pas oublier, c'est qu'au-delà de 5 ans, l'option, c'est fini, on ne peut plus revenir dessus. Alors, les conséquences comptables de l'option à l'IS, là, ben, c'est qu'on est obligatoirement tenu de tenir une comptabilité commerciale. Donc, tous les régimes que l'on peut avoir pour les super de créances, on va dire, de constater uniquement les créances, on va dire, en fin d'année, et d'avoir une comptabilité de trésorerie tout au long de l'année et une comptabilité d'engagement uniquement à la fin de l'année, c'est fini. On est obligé de passer créances dettes tout au long de l'année. Bien sûr, voilà, les prélèvements, alors c'est là la question, les prélèvements de l'exploitant ne seront plus comptabilisés au compte 108 certainement, alors on n'a pas de note là-dessus, mais certainement on va être comme dans le cas des sociétés IS, ça fait partie d'une rémunération, donc elle sera classée en classe 64. Et les remboursements des avances faites à entreprises individuelles, qui était le fameux compte 108. Alors est-ce qu'on continue à le traiter en compte 108 ou est-ce qu'on l'aura en compte 455, qui était plutôt les comptes courants d'associés dans les sociétés? Voilà, à voir, détail. Ensuite, alors, les conséquences réelles de l'IS, c'est quoi? C'est que premièrement, il faut avoir une idée, c'est qu'on va abandonner complètement la définition du bénéfice fiscal IRBA. C'est-à-dire qu'en fait, on a 2 grands régimes en France. En France, en termes de fiscalité, on a un grand régime qui est les BIC, et dans les BIC, ben, ce sont des règles IS qui s'appliquent avec quelques petites particularités vraiment pour l'IS. Et puis après, on a les régimes IRBA qui a sa propre, je dirais, ses propres règles fiscales. Et puis, bien sûr, les BNC. Donc, dès qu'on opte à l'IS, toutes les spécificités de la fiscalité IRBA agricole, c'est fini, on n'en parle plus. Alors, il faut bien les avoir en tête. C'est tous les régimes de faveur pour l'étalement des revenus, en 2 mots. Donc, tout ce qui est DEP, tout ce qui reste, même, je dirais, toutes les DEP, tout ce qui peut rester, les DPI en cours, les DPA en cours, tous les étalements sur 7 ans, tous les régimes de faveur que l'on a, la moyenne triennale, tous les régimes de faveur que l'on a en IRBA, c'est fini, on n'en parle plus. On ne peut plus en bénéficier pour l'avenir. Et deuxièmement, il faut en tirer les conséquences fiscales de la sortie de cette notion d'IRBA. Tout ce qui est en stock doit être rapporté au résultat de la dernière année en IRBA. Avec simplement, on nous a fait une facilité, c'est par contre, en effet, de pouvoir étaler le montant de l'impôt complémentaire sur 5 ans. L'étalement sur 5 ans du montant de l'impôt, pas de décaler la réintégration. Donc, la première des choses, c'est celle-ci.
La deuxième des choses aussi qui peut être lourde de conséquences, ben, c'est toute la fiscalité des plus-values. Et qui, elle, peut être encore beaucoup plus lourde de conséquences. Tout ce qui est article 151 septies, septies A, septies B, le 230, alors là, ce sera à voir, non. Mais tous ces régimes-là, on va dire, d'exonération n'existent pas dans les fiscalités IS. Fiscalité IS, il n'y a aucun régime d'exonération. Les seuls qui y est, c'est le 238 Candecies, c'est-à-dire quand on vend le fonds agricole, c'est-à-dire quand on vend le fonds agricole, on bénéficie d'une exonération pour la vente globale du fonds. Et ensuite, uniquement pour des parts de société, uniquement une exonération pour la vente de parts de société. Mais tous les autres régimes d'exonération en termes de plus-value n'existent pas en matière IS. D'accord ? Donc c'est pour ça que le choix de basculer à l'IS, mais que ce soit quand on est en entreprise individuelle ou même quand on est en société, hein, c'est un choix qui doit être réfléchi longuement en fonction de l'économie fiscale que l'on fait à court terme sur des revenus courants, des revenus annuels, et deuxièmement les implications qu'il y a à long terme en matière de plus-value, hein, qui là ne nous quittent pas. Hein, une fois qu'on fait une option, on a 5 ans pour changer d'avis. Une fois qu'on a changé d'avis, c'est terminé. Hein. Et quand on a vu en effet qu'au bilan, on a obligatoirement, alors, sauf à avoir renoncé, et encore, attention, la renonciation, et alors là, il y a un point qui est soulevé, la renonciation de l'inscription à l'actif des terres, c'est une fiscalité, à vérifier d'ailleurs, ça me fait poser la question, si c'est de l'IRBA ou si c'est général, de savoir si quand on aura opté à l'IS, on pourra ne pas avoir, je ne sais pas, Denis, si tu as un avis là sur la question, sur la possibilité, la non-inscription à l'actif, c'est quand on est en IRBA. Quand on va être à l'IS, on n'aura pas la renonciation. Donc on en vient là. C'est-à-dire que quelqu'un qui aujourd'hui n'a pas ses terres à l'actif parce qu'il a renoncé à l'inscription, du moment où il va opter à l'IS, il ne pourra plus opposer l'option du maintien des terres dans le bilan, dans le patrimoine privé. Ce qui veut dire qu'en termes de plus-value, voilà. Au bout de 30 ans, je pensais que j'avais toujours mes terres. Au bout de 30 ans, que j'étais exonéré de plus-value, c'est terminé. Mes terres seront passées dans le patrimoine professionnel. Alors, là, on nous a dit que quand on est inscrit, alors c'est pour ça qu'il faut revenir, on nous dit que quand on inscrit, on va dire, les biens au patrimoine professionnel, enfin, quand on les inscrit, en fait, quand elles s'inscrivent de fait. De fait. On n'a même pas à les inscrire de fait où elles deviennent dans le patrimoine professionnel ou pas. On bénéficie des régimes des biens migrants, l'article 151 secties, où on nous dit qu'on n'a pas de plus-value à constater en fait quand elles intègrent le patrimoine professionnel. Donc on a une plus-value qui est latente, qui elle bénéficiera par contre de la fiscalité privée. Et l'augmentation de valeur qu'il y aura eu entre la date à laquelle les biens ont été inscrits à l'actif suite au passage à l'IS, je prends le cas des terres qui deviendraient, on va dire, forcément au bilan professionnel, et le prix de cession, cette plus-value-là, par contre, sera dans le cadre de l'IS. D'accord ? Donc voilà, donc à bien maîtriser, enfin à bien voir l'impact, surtout, souvent c'est celui-là, hein, l'exonération des plus-values, qui est généralement tout ce que tout le monde use et utilise, hein, l'article 151 septies, qui est, je dirais, le fer de lance, parce qu'il s'applique à l'ensemble des plus-values, que ce soit sur biens ou que ce soit sur terre, enfin sur l'ensemble des biens que cède, on va dire, l'exploitation agricole, ou si on fait moins de 250 000 euros de chiffre d'affaires et d'autres conditions, on est exonéré. Le 151 septies, pour rappeler quand même, hein, qui est quand même aussi un régime d'exonération énorme, hein. Vous détenez du foncier agricole à l'actif d'une société, enfin d'une fiscalité IRBA, au bout de 15 ans de détention, exonération de la plus-value à long terme, au bout de 15 ans. Je rappelle que c'est une anomalie, ce 15 ans, le 15 ans est une anomalie, hein. C'est un régime qui n'existait pas dans le cas des IRBA, qui a été mis en place par Sarkozy à l'époque, parce qu'il y avait une exonération à titre privé. Hein, quand on avait un bien immobilier à titre privé, au bout on les a connus à 22 ans de détention, puis 15 ans, puis 30 ans, on avait une exonération de plus-value. Ils ont calé le délai, enfin ils ont calé le régime du 151 septies B sur cette fiscalité privée-là, qui était à 15 ans d'exonération à l'époque. Il est redevenu maintenant à 22 pour l'IR et 30 pour les prélèvements sociaux. Il est resté à 15 pour la fiscalité IRBA, qui est une anomalie parce qu'au départ, il était calé sur la fiscalité privée.
Voilà, bon, c'est qu'une question de délai, mais en 15-22. Voilà, donc le choix à l'IS, au-delà de l'aspect, en effet, revenu annuel, taxé, où on peut avoir des économies, dans le cadre de l'IS, on va en parler comment ça fonctionne, il faut surtout voir surtout les impacts, en effet, à long terme de l'exonération des plus-values, qui sont vraiment des sujets très, très, très importants. Donc voilà, sur notamment la taxation immédiate de tous les revenus aussi. Je finissais par tous les revenus qui sont stockés. Donc la mutation des biens, patrimoine privé, ce que je disais, donc on bénéficie du régime des biens migrants, l'article 151 sexies. Alors dans le cadre de l'IS, bien sûr, ce qui va se passer, contrairement à l'entreprise individuelle, entreprise individuelle IRBA, l'exploitation faisait un bénéfice de 100 000 euros, que l'exploitant ait prélevé 20 000, 10 000, voire même 150 000, il était fiscalisé sur 100 000. D'accord ? Hors régime particulier d'étalement, mais il était fiscalisé sur 100 000 euros. Dorénavant, l'option à l'IS fera que l'agriculteur ne sera imposé que sur le revenu, la rémunération qu'il appréhende dans le cadre de l'exploitation à l'IS. Donc si sur 100 000 euros de résultat, en effet, il ne prélève à titre personnel que 30 000 euros, il sera fiscalisé à titre personnel que sur 30 000 euros. D'accord ? Et la société, on va le voir, elle payera son impôt. Alors, elle sera imposée comment ? Elle sera imposée dans la catégorie des traitements et salaires, en fait, comme une société à l'IS. Donc, il mettra dorénavant non plus des bénéfices agricoles sur la déclaration de revenus, mais bien sûr, traitements et salaires, avec un intérêt, c'est l'abattement de 10% pour les frais professionnels, plafonnés à 12 000. Et la société, par contre, va avoir une indépendance fiscale là, sera imposée sur le solde du bénéfice qui lui reste, le bénéfice brut moins la rémunération du dirigeant, enfin de l'exploitant, et elle payera jusqu'à 38 120 euros. Alors c'est par période de 12 mois pour la première année, 15% et 25% au-delà. C'était 26 cette année, en 2022, ça passe à 25 l'année prochaine. Ensuite, deuxième niveau de revenu que pourra percevoir l'exploitant individuel, comme dans les sociétés à l'IS, il pourra décider l'année d'après, la première année, je dirais, de se dire, sur un bénéfice de 100 000 euros, je ne prends que 30 000 euros de rémunération. Il aura un bénéfice net de 70 000, il aura payé de l'IS, il restera 55 000 euros dans l'entreprise individuelle. Et l'année après, il pourra se décider de distribuer, comme on dit, des dividendes dans les sociétés IS. On sera sur le même régime, qui sont des revenus taxés dans le cas des revenus de capitaux mobiliers. Et là, il y a deux solutions, c'est des régimes classiques, comme des sociétés à l'IS. Soit il sera imposé à 30% de prélèvement forfaitaire unique, c'est 12,8 d'impôt sur le revenu plus 17,2 de prélèvements sociaux, ou sinon au 17,2 de prélèvements sociaux plus le barème progressif de l'impôt sur le revenu avec un abattement de 40%. Voilà. Par contre, sur les 17,2, je précise bien, il n'y a pas d'abattement. Et 40%, c'est que pour le montant impôt sur le revenu, pas pour les prélèvements sociaux. Et ensuite, bien sûr, il sera imposable aux cotisations sociales aussi. Sur ce dividende perçu, il payera des cotisations sociales qui rentrent, pas plein pot dans les cotisations sociales. Alors, ce qui sera bien sûr assujetti aux cotisations sociales ne sera pas assujetti derrière aux 17,2 de prélèvements sociaux. Alors là aussi, c'est pareil. Voilà, ça devient, c'est franco-français. Ce qui sera assujetti aux cotisations sociales à la MSA, bien sûr, ne sera pas assujetti aux 17,2 qu'on a vu au-dessus de prélèvements sociaux. C'est ou l'un ou l'autre. D'accord ? Mais sera assujetti donc aux cotisations sociales les dividendes qui excèdent 10% du bénéfice net imposable de l'année. Et voilà, où on aura 10% aussi de la valeur des biens du patrimoine affecté. Donc là, il y aura un calcul en effet à faire annuellement de savoir si on a un dividende distribué, quelle fraction il vaut mieux prendre, ou les 10% de bénéfices ou les 10% de la valeur du patrimoine, les 10% de la valeur des biens au patrimoine affecté. La renonciation à l'IS emporte les conséquences fiscales de la cessation d'entreprise. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dès qu'on a opté, alors je rappelle, l'option, on peut opter à l'IS et revenir, mais on n'a que 5 ans pour revenir. Au bout de 5 ans, c'est fini, on n'en sort plus. Après, la seule possibilité d'en sortir, c'est quand on est en cessation d'activité. Mais si on décide dans le délai de 5 ans de ressortir de l'option IS, on est dans le cadre de la cessation, on va dire, d'entreprise. Alors ça veut dire quoi sur le plan fiscal ? Ça veut dire que
Alors, on a des régimes d'exonération pour toutes les plus-values qui sont latentes. Par contre, tout le bénéfice qui aura été mis essentiellement de côté pendant les 5 périodes ou les 4 années, on va dire, à l'IS, qui aura été mis de côté, que le dirigeant n'aura pas appréhendé, auront été mis en report à nouveau ou en réserve, ben ces bénéfices, ces revenus-là sont considérés comme fiscalement distribués. Et donc, on va retomber sur le prélèvement forfaitaire unique de 30% ou l'application barème progressif avec les 17,2 de prélèvements sociaux. Voilà, je disais, donc les revenus non encore imposés, ils sont théoriquement imposables, mais il y a une possibilité de neutralisation, l'article 221 bis. Et les revenus non appréhendés seront taxés à l'IR dans le cas des revenus de capitaux mobiliers. La liquidation, donc dans le cadre, qu'est-ce qui se passe dans le cadre de la liquidation de l'exploitation? C'est ça, la liquidation de l'entreprise individuelle est assimilée donc à une URL, enfin à une EARL. Et donc on a ce que l'on appelle en effet l'assimilation à la disparition des titres. En fait, on part du principe, même si ce n'est pas une société, comme si on était en société, on en tire les conséquences, que la totalité, on va dire, du patrimoine revient à titre personnel. Et donc, on a toutes les conséquences fiscales de cessation d'activité. Donc là, toutes les plus-values, en effet, par contre, là, sans possibilité d'option ou de report, sont imposables dans le cadre de l'IS. D'accord ? Et on a le revenu, bien sûr, qui n'a toujours pas été distribué, le fameux boni de liquidation, qui est imposable en tant que RCM. Donc, une activité à l'IS, la cessation d'une activité à l'IS engendre des conséquences fiscales généralement beaucoup plus importantes qu'à l'IRBA. À l'IRBA, on a la question, on va dire, de la plus-value éventuellement sur tous les biens qui rejoignent le patrimoine privé. Voilà. On a éventuellement la taxation de tous les régimes de report ou d'exonération dont on a pu bénéficier en IRBA, les DEP, les étalements sur 7 ans, la sortie de la moyenne triennale, tout ça en effet qui nous rattrape, et que pour des régimes qu'on avait bénéficié avant. Mais le bénéfice qui avait été dégagé d'année par année a déjà été taxé, donc il n'y a pas de conséquences. À l'IS, on a vu, on taxe tous les ans que la rémunération que l'on prend, tous les bénéfices que l'on n'a pas appréhendés et que l'on a laissés dans l'exploitation sont taxés à la fin dans le cadre de la liquidation de la société, dans le cadre du boni. Pour prendre l'exemple de quelqu'un qui a mis 50 000 euros par an pendant une dizaine d'années, ça fait 500 000 euros. On a 500 000 euros de boni de liquidation taxable à la cessation d'activité. 30%. Donc, conséquences sociales. Donc, on l'a vu, donc, contrairement à l'entreprise, donc on est dans le cadre de l'IS, bien sûr. Donc, on l'a vu tout à l'heure, une entreprise individuelle IRBA, l'exploitant est imposable à l'impôt sur le revenu et aux cotisations sociales sur le bénéfice qu'il dégage dans l'année, peu importe ce qu'il appréhende à titre personnel. Quand on est dans le cadre de l'IS, on l'a vu, on est assujetti sur la rémunération que l'on prend et sur les dividendes que l'on appréhende de la société au-delà de 10% du bénéfice net imposable ou de la valeur brute des immobilisations affectées. Voilà sur la présentation que j'avais fait. Alors, comme je dis, il y a d'autres interrogations certainement qui viendront. Alors, autant la matière a été relativement commentée sur le plan juridique, parce que c'est une vraie réforme de droit, autant en matière de droit fiscal, pour l'instant, on n'a pas grand-chose, si ce n'est uniquement la partie de l'option à l'IS et des conséquences, on va dire, de l'option à l'IS. Voilà. Ben merci, je ne sais pas s'il y a des questions.